Mesdames, Messieurs, nous voici de retour après un déjeuner express. Mais en tout cas, on ne dira pas que nous avons pris du retard pour reprendre la séance à 2h35. Nous avons 4 interventions devant nous et nous commencerons par Madame Alessia Zambon, qui est historienne des arts et du patrimoine, qui est en poste à l'Institut d'études culturelles et internationales à l'Université de Versailles, Saint-Quentin en Yvelines. Donc on se rapproche, comme avec Alain Schnapp, de Paris. Et elle est déjà connue pour le travail qu'elle a réalisé sur ce célèbre peintre collectionneur qui a été souvent cité, Fauvel, dont on connaît donc ce musée mythique établi à Athènes au tournant du XIXe siècle. Elle a publié le sujet de sa thèse sous le titre d'Aux origines de l'archéologie en Grèce, Fauvel et sa méthode. C'est donc une spécialiste de l'histoire de l'archéologie, avec un accent particulier sur la découverte, entre guillemets, de la Grèce pendant la période qui nous intéresse, à commencer par Fauvel, et elle s'intéresse aussi à la constitution du patrimoine historique en France, dans les musées, dans les collections, au XVIIIe et au XIXe siècle, et depuis peu, elle s'intéresse à la Lucanie, c'est-à-dire une partie méridionale de la botte italienne, près des Pouilles, et elle a monté avec des collaborateurs un projet qui s'appelle Lucanie Antique et qui va dans le même sens que les travaux qu'elle a déjà réalisés sur Athènes, la Grèce et Fauvel. Elle va donc nous parler d'un sujet assez brûlant puisqu'il concerne vraiment la pratique, la praxis archéologique à cette époque-ci. Comment fouillait-on Athènes au début du XIXe siècle? Quelques cas exemplaires. Alessia. Bonjour à tous. Et je voudrais commencer par remercier M. Eldem pour son invitation. Je suis très fière de pouvoir intervenir aujourd'hui dans ce colloque international et je vous remercie aussi, vous tous, d'être là. Donc, comment fouillait-on Athènes au début du XIXe siècle? Et pour commencer, je vous mets une photo de fouilles du XXe siècle. C'est donc le début du XXe siècle que vous voyez représenté. Mais on y reviendra à la fin, je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi cette image. Et effectivement, on va parler aujourd'hui plutôt au départ du XIXe siècle, et le titre que j'ai choisi est un peu un clin d'œil à un article qu'avait écrit Pierre Pinon il y a près de 40 ans, et donc c'est un guise d'hommage que j'ai choisi ce titre. Comment fouillait-on au XVIIIe et au début du XIXe siècle? Donc je disais il y a près de 40 ans, cependant cet article n'analysait pas la situation en Grèce ni dans l'Empire ottoman, c'était plutôt vraiment basé sur l'Italie et un peu sur la France. Et donc depuis lors, je n'ai pas vraiment trouvé la réponse pour la Grèce, donc il me restait que m'en occuper moi-même. Donc on va voir à travers quelques cas exemplaires, donc quelques petites histoires individuelles, puisque ce sont des petites histoires qui font la grande histoire, donc on va un peu creuser ce sujet. L'Athènes où je vous amène aujourd'hui, c'est celle de 1810. Et vous avez ici une image donc, prise du pied de l'Ykabet, de la colline de l'Ykabet, par Richard Temple. Et c'est une ville d'environ 10 000 habitants à l'époque, qui s'étend essentiellement au nord de l'acropole, vers donc, la partie nord plus qu'au sud. Et les différentes vues des voyageurs montrent en général la ville prise soit du sud ou de l'ouest. Donc j'ai réussi quand même à trouver une vue prise du nord, parce que c'est la partie nord dont nous allons parler plus précisément dans cette communication. Donc voilà la vue du nord, donc la route qui amène vers Thèbes, mais qui amène aussi à d'autres dèmes, à Carnae aussi. Et donc la zone des fouilles que je vais vous détaillée, elle est située juste en dehors de la porte nord, dans cette zone que vous voyez ici en rose.
Et voilà une carte de Fauvel, puisqu'on l'a mentionné à plusieurs reprises. C'est l'une des premières cartes assez précises qui sont levées au XVIIIe siècle, enfin plutôt à la fin du XVIIIe siècle, celle-ci, où on voit l'Athènes donc ottomane, avec l'enceinte turque, hein, c'est bien l'enceinte construite en 1778, voulue par donc Ali Hadji Azzeki, et le cercle rouge vous montre l'endroit où ont été situées ces fouilles. Il faut dire que pour réaliser cette carte, Fauvel avait travaillé beaucoup à repérer sur le terrain les ruines. Donc, en plus de l'enceinte turque, vous voyez des petits traits qui sont les restes des murs anciens. Et il dit dans ses papiers, en fouillant près des restes des portes, je trouve les nécropoles. Et pour moi, ça, c'est le signe, la confirmation qu'il s'agissait bien des portes anciennes. Donc, à l'extérieur des murs, évidemment, il y avait les grandes voies d'accès à la ville, où il y a flanquées par des nécropoles. Et donc, c'est de la sorte qu'il va découvrir une zone de nécropole antique à l'extérieur donc, de la porte nord, qui est connue de nos jours comme porte d'Acarne, mais qui avait aussi beaucoup d'autres appellations déjà à l'époque, selon les voyageurs, selon les nationalités. On trouve toutes ces différentes attestations qui tantôt se réfèrent plutôt à la porte de l'enceinte turque et dans d'autres cas à l'ancienne porte grecque qui était légèrement plus au nord. Donc, porte Ipad, c'est la définition que donne Fauvel, qui est corrompue d'un certain voyageur allemand qui cite d'après Fauvel porte Ipad, ou encore Akarnika Epilai ou Akarnertor, donc tous ces différentes appellations pour un même endroit. Donc, voici Fauvel, on en a déjà parlé ce matin, je vais redire encore quelques mots à son sujet. Fauvel, ici, elle est représentée lorsqu'il est déjà vice-consul d'Athènes, installé dans sa maison. Et en fait, il commence son activité à Athènes bien avant. Hein. Il fait un premier voyage en 1780 et à partir de 1786, il s'installe à Athènes au service de l'ambassadeur Choiseul-Gouffier, dont on a déjà aussi entendu parler ce matin. Et il s'occupe donc d'acquisition d'antiquités, de fouilles. Choiseul-Gouffier, étant ambassadeur français à Constantinople, lui obtient un firmament assez rapidement pour pouvoir ouvrir des fouilles et des recherches sur l'acropole d'Athènes, mais aussi dans les environs. Et il n'hésite pas à lui faire des énormes pressions pour obtenir des antiquités, pas seulement par le moyen de la fouille, mais aussi en essayant de s'emparer de toutes les antiquités qui peuvent être prises. Et pour cela, en fait, c'est ce que nous verrons aussi dans la suite de l'histoire, il ne suffit pas seulement d'avoir un firmament, ça a été rappelé aussi ce matin, il faut souvent mettre la main à la poche et, par la corruption, essayer de persuader les autorités ottomanes. Et Choiseul-Gouffier le sait très bien. Donc, dans l'une des lettres, il y a des lettres très célèbres, des phrases très célèbres où il incite Fauvel à s'emparer de tout. J'en ai choisi une autre qui est peut-être moins connue, mais qui est tout à fait intéressante. Donc, elle parle du voïvode. Quant à Hadji Ali Aga, c'est un grand gueux, car il m'avait promis ici monts et merveilles. Voyez s'il y aurait quelques présents à lui faire qui pût le gagner, ou quelque manière de l'intimider, ou enfin de lui nuire. Il vaudrait mieux sans doute le gagner. Et au final, qu'est-ce qu'ils vont faire, Fauvel et Choiseul-Gouffier? Ils vont acheter des terres avec des oliviers que le voïvode voulait absolument. Et Choiseul-Gouffier dit à Fauvel, vous lui vendrez au fur et à mesure que vous tenez les marbres, en échange. Donc, il ne suffit pas de l'argent, il faut quelque chose encore de plus intéressant pour effectuer des pressions précises et s'emparer de ces antiquités. Donc, au service de Choiseul-Gouffier, Fauvel va ouvrir de nombreuses fouilles où, disons, dans les meilleures conditions, il peut tranquillement explorer différentes zones dans Athènes, dans les environs, à Santorin, dans les îles, puisque l'ambassadeur lui procure les permis et surtout l'argent nécessaire. Et donc, ce sont des cas de figure idéaux. Mais lorsque Choiseul-Gouffier s'enfuit en Russie pendant la Révolution française, donc en 1792, Fauvel reste seul à Athènes. Et à partir de là, commencent ses problèmes. Il n'a plus de revenus fixes, il n'a plus l'argent de l'ambassadeur. Il commence à se plaindre, l'argent lui manque. Pour ouvrir des fouilles, il faut des sous. Je n'ai pas le sou, mes collègues les consuls s'enrichissent, et moi, je me ruine.
Hein, donc, il se plaint à plusieurs reprises dans différentes lettres du fait qu'il a peu d'argent et souvent il est obligé de vendre des antiquités pour pouvoir en découvrir d'autres. Puisque très rapidement, en fait, Fauvel s'intéresse aux antiquités, pas seulement pour les posséder, pour les collectionner ou les revendre, mais vraiment pour l'histoire qu'elles peuvent nous apprendre. Donc, encore d'autres reproches de ce genre à ses correspondants. « Je fouille tant que mes faibles moyens me le permettent. L'ouverture de tombeaux me procure toujours du nouveau. » Et encore une autre lettre. Hein, en 1802, il est donc en France et il essaye de démarcher du côté de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, du côté d'autres institutions, des financements. Il n'arrive à rien. Et donc, je fais mon possible, parce qu'après, le ministre français des Affaires étrangères dit à Fauvel, justement, à propos de ces acquisitions de Veli Pacha, on a appris qu'il y avait des statues qui ont été découvertes à Argos. Voyez s'il y aurait moyen de les acheter ou d'acheter d'autres antiquités. Réponse. Je fais mon possible pour être instruit des découvertes qui pourront se faire, et si les objets sont intéressants, pour en faire l'acquisition. Mais je donne peu d'espérance à votre Excellence. Le voisinage anglais, l'affluence des voyageurs de cette nation, leur or, ne laisse rien. Mes appointements ne permettent pas de satisfaire ma passion pour les arts et l'antiquité. Je me vois obligée de me défaire des objets après en avoir joui, pour avoir les moyens d'en découvrir d'autres et de jouir encore. Et donc, voilà, il se plaint, je ne vais pas tout lire parce que je n'ai pas le temps, mais il se plaint de la situation donc, où les Français n'ont pas voulu. J'ai voulu intéresser les riches, on m'a répondu que les arts et l'antiquité les touchaient peu, qu'ils ne sacrifiaient qu'à Mars et à Vénus. Cela m'a suffi. Donc, pourquoi se plaint-il autant de ces faibles revenus? Quels sont ces revenus? Donc, j'ai pu trouver quelques informations. En 1820, Fauvel recevait environ 2000 francs par an. Et plus tard, il arrive à en gagner jusqu'à 6 000, donc environ 500 francs par mois. Alors, la piastre lévantine, qui est la monnaie utilisée à l'époque à Athènes, donc une piastre correspond à 40 paras, et en 1807, une piastre vaut 1,5 franc. 2 ans à peine plus tard, 1 franc et quart. En 1811, une piastre équivaut à 1 franc. Et en 1826, une piastre égale un demi-franc. Donc il y a une dévaluation consistante de la piastre lévantine. Et cela nous permet aussi de calculer un peu les coûts d'une fouille de la Grèce ottomane. Nous avons quelques renseignements pour le XVIIIe siècle. Donc l'abbé Fourmont, dont on a entendu parler déjà ce matin, payait ses ouvriers entre 5 et 8 paras par jour en 1726. Et un peu moins d'un siècle plus tard, c'est pour multiplier par 10 le prix. C'est Bronsted qui nous donne les détails. Et la paye d'un ouvrier était alors de 50 paras par jour. Mais, dit-il, il faut encore considérer un inspecteur des fouilles qui prend le double ou le triple d'un ouvrier. Et puis, bien sûr, il faut récompenser le propriétaire du terrain avec 60 paras par jour environ, donc voire plus. Donc, si on fait les addictions et les multiplications, en 1811, pour ouvrir une fouille à Athènes pendant un mois avec une douzaine d'ouvriers, il fallait disposer d'environ 500 piastres, ou l'équivalent en francs, donc 500 francs, puisqu'en 1811, il y avait une équivalence entre les deux monnaies. Et à cette somme, qui servait donc pour payer le salaire des ouvriers et la propriété du terrain, il fallait encore ajouter, bien sûr, l'argent pour la nourriture et pour l'inspecteur des fouilles. À titre de comparaison, donc, je vous ai rappelé le salaire de Fauvel. Donc, à cette époque-là, c'était même plus, voire le double de son salaire mensuel. Donc, cela vous permet de comprendre que c'était vraiment très cher et il n'y avait que les riches voyageurs qui pouvaient se permettre de faire face à de tels frais. Pour vous donner des idées, les fouilles d'Égine, donc du 23 avril au 4 mai 1811, ont été financées par Coquerel et ses amis. Et ils ont payé 1000 piastres, rien que pour obtenir la permission d'explorer le site, puisqu'évidemment, ils n'avaient pas des permis officiaux et ils se sont servis de la corruption pour pouvoir disposer du site et des antiquités découvertes. Et ils emploient entre 30 et 40 ouvriers. À titre encore de comparaison, les fouilles de l'expédition scientifique de Morée en 1829 vont employer environ 100 ouvriers pendant 6 semaines et ils coûtèrent seulement 3000 francs à cause de la dévaluation de la piastre à l'époque. Ou encore, d'après certaines sources, donc pour ces pillages sur l'acropole d'Athènes, Lousiel, qui est l'émissaire de Lord Elgin, aurait employé jusqu'à 300 ou 400 ouvriers. Et enfin,
Gropius affirmait d'avoir libéré le temple de Basse des décombres en 20 jours avec 100 ou 150 ouvriers selon les jours. Donc, cela vous montre aussi l'ampleur de ces recherches, de ces fouilles et les moyens conséquents que ces voyageurs pouvaient mettre dans leurs fouilles, dans leurs explorations pour acquérir ces antiquités. Qui d'ailleurs, ces explorations n'étaient pas toujours récompensées avec des trouvailles. Enfin, les sites de Basse et d'Égine restent quand même des découvertes exceptionnelles. Alors, venons-en à Dodwell. On a vu qu'il se scandalise des enlèvements de Lord Elgin et pourtant, il ne fait pas beaucoup mieux. Hein. Il dit que lui n'employait que 10 hommes pour ses fouilles au Pirée, hein, mais il se vante du rythme effréné auquel ils ont procédé. Hein. The first day, I employed 10 men who in the course of 9 hours opened 30 tomes. The common calculation is that 2 men can open 4. Donc là où d'habitude on ouvre 4 tomes par jour, ces ouvriers en ouvraient 30. Donc là aussi, sur la méthode de fouille, ça en dit long sur ces méthodes de terrain qui consistaient vraiment à essayer de trouver le plus grand nombre d'objets et pas tellement à faire attention au contexte. Et pourtant, il y a certains voyageurs qui n'ont pas nécessairement raisonné comme Dodwell. Donc on va voir plus en détail ces fouilles à la porte d'Acarne. Ici, c'est un détail d'une vue de Cassas qui nous montre l'endroit en question. Et cette petite église qui est importante, je reviendrai dans quelques instants, pour comprendre aussi topographiquement où nous nous trouvons. Donc Fauvel raconte de ses fouilles, puisque je vous disais, c'est lui le premier qui identifie cette nécropole, et en 1810, il commence à la fouiller, entre octobre et décembre 1810, et il raconte ses fouilles dans des lettres, dans ses notes manuscrites, dans ses journaux. Il y a plusieurs récits de ces fouilles. Une phrase intéressante, c'est qu'il dit « J'ai fait de grandes fouilles dans cette ville et des étrangers, des plus grandes encore. Et nous avons été assez heureux pour faire des découvertes intéressantes. » C'est ce « nous » qui m'a intriguée, parce que j'avais cru au départ qu'ils avaient fouillé ensemble. Et bon, la vérité n'est pas tellement différente, mais voyons un peu plus en détail. Donc, il décrit l'endroit, bien sûr, c'est cette porte d'Acarne, et 10 pieds sous terre. Donc, j'ai trouvé le sol antique à 10 pieds sous terre, les tombeaux se touchent, donc il décrit un peu la situation de ce qu'il a pu découvrir. Mais là où Fauvel donc, décrit aussi le contexte un peu de ces découvertes, il s'intéresse surtout dans ses récits, dans ses papiers, dans ses lettres, aux inscriptions, qu'il ne manque jamais de copier. En revanche, chose étrange, regardez tous les détails de cette fouille dans différents manuscrits. Il y en a un seul qui a des croquis, il s'agit d'ailleurs d'inscriptions, donc des bornes de limites de tombeaux, mais aucun vase. Il décrit les vases plutôt, il décrit des objets, mais il ne les dessine pas, il ne dessine pas sa collection. En revanche, ce sont les autres voyageurs qui vont décrire et dessiner les objets, les autres objets trouvés par Fauvel. Donc, nous avons ici des dessins d'autres voyageurs qui illustrent certaines des trouvailles de cette fouille ouverte par Fauvel. Et encore ici, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est un petit pinacle de juge où l'inscription n'est pas très claire. Alors, là où Haller von Hallerstein, qui est un autre voyageur dont nous parlerons dans quelques instants, essaye de copier tant bien que mal l'inscription, Gell, lui, plus malin, il va faire un calque. Comme ça, il est sûr d'avoir la fidélité totale sans devoir faire l'effort de déchiffrer le texte. Alors, un de ces personnages, ces étrangers, la question que je me suis posée, c'est qui ces étrangers qui ont fouillé avec Fauvel ou à sa suite? Donc, l'un des témoins de ces fouilles de l'époque, c'est Otto Magnus von Stackelberg, un Estonien qui voyage à Athènes et qui va publier beaucoup d'années plus tard, en 1837, Die Gräber der Hellenen, donc un livre sur les tombeaux des Grecs, où il décrit beaucoup des trouvailles effectuées dans cette zone, par Fauvel et par d'autres. Donc c'est une source intéressante. Voici notre Otto Magnus von Stackelberg, et j'ai eu la chance de trouver aussi sa réincarnation. C'est l'acteur Heisenberg, qui a joué dans le film sur Facebook. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Et je trouve que c'est assez frappant la ressemblance entre les deux. Mais donc, il y a une autre source aussi qui nous parle de ces étrangers. Et c'est le médecin Gian Dionisio Avremiotti qui nous parle d'autres de ces voyageurs. Il donne vraiment des noms. Donc, le marquis Sligo, Graham, Marmondel, Legg, Lord Sons, Lord North, le baron Haller, Lucieri, Bourgogne, McMichael. Donc,
il parle de tous ces voyageurs qui, depuis 1810 et jusqu'à cette époque, c'est-à-dire 1816, ont fait des fouilles à cet endroit, qui ont trouvé des choses assez admirables, et de ce monsieur Pietro Revella, dont nous avons entendu parler tout à l'heure, qui a été l'inspecteur de ces fouilles. Donc, apparemment, Pietro Revella, qui est donc un grec, a dirigé les différentes fouilles des différents voyageurs, désormais ayant l'expérience, donc sur plusieurs années, manifestement, il était là. Donc, l'une des fouilles que j'ai pu étudier sont celles de Haller von Hallerstein, ce voyageur bavarois, architecte, extraordinaire dessinateur, qui va donc, lui aussi, en Grèce, essayer d'acquérir des antiquités, pour, comme il dit, pour mon prince, Louis Ier de Bavière, qui le charge d'acquérir des antiquités. Et donc, il va faire quelques fouilles. Mais Haller von Hallerstein n'a pas beaucoup d'argent, donc il emprunte un peu à Coquerel, il essaie de se débrouiller, mais il fait des petites fouilles, finalement. Alors, dans les papiers de Haller von Hallerstein, j'ai trouvé quelques documents intéressants qui méritent d'être montrés. Ce sont des autorisations. Hein. Les gardes de fortification n'empêcheront point M. le baron de Haller de dessiner des vues de paysages dans les environs de la place, à Corfou. Donc ça, c'est un premier billet, puis un firmant datant de 1812, mais dont la traduction date de 1814. Et là, chose intéressante, je n'ai pas le temps pour l'avenir, peut-être une autre fois, on étudiera le texte du firmant, mais là, donc, gentilhomme danois. Et en revanche, dans un autre firmant, toujours dans ses papiers, il est appelé gentilhomme anglais. Donc là où, en découvrant le premier document, j'ai cru qu'il s'agissait d'une erreur, en fait, non. Selon les autorités auxquelles Haller s'est adressé pour démarcher, pour obtenir ces autorisations, on l'a déguisé, entre guillemets, en danois ou en anglais pour qu'il puisse circuler plus facilement. Donc les fouilles de Haller, toujours au même endroit, se tiennent exactement un an après Fauvel. Et ce qui est intéressant, c'est que lui aussi, il en parle à plusieurs endroits de ses carnets, de ses lettres, etc. Alors, dans l'un de ses journaux, à la date du 10 décembre, il raconte qu'il est allé sur l'Acropole à négocier l'achat d'un morceau du fragment de la frise d'Ilerektéion. Et alors, il parle de ces négociations avec le Disdar, et finalement, il parvient à le convaincre, avec de l'argent, bien sûr. Et puis, après avoir décrit toute cette histoire, il dit... Auch habe ich heute angefangen, Grabungen für meinen Prinzen zu machen. Donc, aujourd'hui, j'ai aussi commencé à faire des fouilles pour mon prince. Et donc, il décrit, c'est des petites fouilles, hein, 5 hommes, 6 hommes, vous voyez là dans les carreaux. Donc, il parle de certaines découvertes, journal de mes fouilles, et puis ça revient. Et là encore, j'étais frappée parce que c'est encore une fois les inscriptions que Haller von Hallerstein va documenter, qui va dessiner. Il trouve d'autres choses, bien sûr, mais il n'y a pas de dessin. Je voulais ces dessins de vases, d'objets, mais rien. Alors, il y a les inscriptions, hein, encore d'autres inscriptions, toujours au même endroit qu'il appelle tantôt à Karnertor, tantôt Tebanertor, tantôt Portipaton, surtout quand il cite d'après Fauvel. Donc, des inscriptions et... tout au plus, là c'est encore des inscriptions donc, de cet endroit, tout au plus, enfin, un dessin d'un vase, d'un bolécite à marbre, se trouve cette fois-ci pas dans les archives de Haller von Hallerstein qui sont à la bibliothèque universitaire de Strasbourg, mais à Munich. C'est-à-dire qu'il écrit une lettre à son prince, et dans la lettre au prince, il fait un beau dessin pour lui raconter qu'il a trouvé un beau vase à marbre. Donc là, pour lui donner déjà une idée des découvertes, il va faire ce dessin. Mais dans les autres papiers, il n'y a aucun dessin, à l'exception de quelques croquis que je vous montrerai. Donc ça, c'est le vase à marbre qui est aujourd'hui, bien sûr, à Munich, à la Glyptothèque, et qui est très rapidement publié dans les Antiquities of Athens. Donc ce vase, voilà. En revanche, encore une fois, ce sont les autres qui dessinent les trouvailles de Haller von Hallerstein. Cette fois-ci, c'est von Stackelberg. Et vous voyez ici quelques statuettes donc, qu'il a acquis à cet endroit et que von Stackelberg a dessinées. Haller von Hallerstein, le seul croquis d'objet en dehors des inscriptions, c'est celui-ci. Mais il faut dire que pour d'autres fouilles, il documente un peu plus certains objets. Et il se plaisait bien à donner une image, une photo, je dirais, du squelette dans sa tombe. Vous voyez, pour d'autres fouilles, à Ithaque, à Égine, il va toujours dessiner
ces images que d'ailleurs un parti von Stackelberg va reprendre dans sa publication, ici dans une des planches. Vous voyez les dessins de Haller qui sont republiés par von Stackelberg. Quelques années plus tard, c'est la fois de Thomas Burgon, un marchand qui va lui aussi faire des fouilles. Donc, il était basé à Smyrne, mais il a visité Athènes à plusieurs reprises. Il a une grande collection et surtout, ce qui est intéressant avec Thomas Burgon, c'est qu'il documente extrêmement en détail tous les objets de sa collection et aussi les circonstances de la découverte. Et déjà, il y a pas mal d'années, j'avais découvert un journal de fouilles de Burgon conservé au King's College London, aux archives, où il a un petit schéma de tombe avec une liste de tous les objets trouvés dans chaque tombe. Donc c'était extraordinaire, déjà rien que pour l'époque. Mais le schéma un peu grabouillé, parce que finalement il n'était pas satisfait, était difficile à placer topographiquement. Jusqu'à ce que je ne retrouve dans d'autres papiers de Burgon, cette fois-ci à Oxford, à l'Ashmolean Museum, un autre schéma, beaucoup plus complet, où, bon, vous voyez ici, Plan of the Ancient Sepulchres which I opened at Athens, donc qu'il a ouvert à Athènes du 12 avril au 31 mai, et en juin aussi, donc 50 jours au total, ça vous donne déjà l'ampleur de ces moyens pour financer des fouilles si grandes. Et deux éléments intéressants, la Church of St. Demetrius, cette église qui est depuis détruite, et une autre petite église. Et puis, bon, les légendes, j'ai recopié un peu le texte des légendes, donc il part des traces, des restes de l'ancienne porte, et en même temps, la porte turque de l'enceinte, donc Negropont Gate, Gribos Capesi. Alors, ces deux petites églises peuvent être facilement placées si on prend encore un autre document des papiers de Burgon, cette fois-ci conservé à la British Library. C'est une carte d'Athènes que Burgon a copiée d'après Fauvel. Et là, si on reprend son plan avec les deux petites églises, donc une là et l'autre là, on retrouve ces mêmes deux petites églises dans l'autre plan. Et on peut facilement le situer. Dès lors, on a l'emplacement exact qui, mis sur une carte de nos jours, vous permet de vous situer donc immédiatement au sud-ouest de la place Omonia, légèrement donc au nord par rapport à l'ancienne porte. Donc les fouilles là que vous voyez, c'est des fouilles modernes, juste en dehors de la porte de l'ancienne porte d'Acarne. Et des détails de ce plan extraordinaire montrent donc non seulement chaque tombe est numérotée dans cette zone qu'il appelle le Field of Barley, et il y a aussi les aquarelles qui sont conservées à Oxford, et donc on peut associer à chaque tombe son mobilier. Bon, je l'ai fait comme exemple ici juste pour quelques-unes. Donc vous voyez, cette tombe-là contenait un lécite à figure blanche, à fond blanc, pardon, à figure polychrome avec donc Caron et le passage des âmes. L'autre tombe contenait des bouteilles en verre, des petites bouteilles en verre, des unguentarium, comme il dit, et une grande amphore, un gros pithos en V qui contenait plusieurs autres vases à son intérieur. Et l'objet, une tombe, donc, je loupais l'animation, une autre tombe qui est une tombe d'enfant, et qui est la tombe, la dernière que j'ai montrée, désignée par la lettre H, pour laquelle nous avons non seulement les dessins de Burgon et la description, bien sûr, puisqu'il ne se contente pas de décrire. Donc, et il écrit Stackelberg made a drawing on the spot. Donc, Stackelberg l'a dessiné. Et si on va regarder dans le livre de von Stackelberg, bien sûr, voilà la tombe. Et donc, on a d'un côté le dessin de Stackelberg, de l'autre, les dessins de Burgon, des pièces qui sont issues de cette tombe. Et Stackelberg, dans son livre, écrit que c'est lui qui a fouillé cette tombe, von mir ausgegraben, et dessiné à l'ouverture. Mais Burgon, dans ses papiers, il dit que c'est lui qui l'a ouverte. Alors, Aller von Allerstein, qui est un troisième impartial, il nous dit que c'est effectivement ouvert de M. Burgon. Donc, est-ce que Stackelberg a menti? Je ne crois pas. Je crois en fait que tous les voyageurs étaient là autour de la fouille. Ils voulaient mettre un peu la main à l'ouvrage et peut-être bien qu'il a un peu fouillé. Mais bien sûr, c'était la fouille de Burgon, financée par Burgon. Donc, au final, c'est à lui que revient le mérite. Une autre tombe qui mérite d'être détaillée, c'est parce que l'objet qui en était découvert à l'intérieur, donc avec un large squared stone, donc une pierre plate assez grande,
et un vase, un boustrophédon à l'intérieur. Donc Bourgon note dans son journal qu'il a découvert ce vase avec une inscription boustrophédon très intéressante, qui n'est autre que la célèbre Bourgon amphora, la première amphore panathénaïque découverte, très vite célèbre, qui est aujourd'hui au British Museum. Et voilà les dessins de tous les objets que l'amphore enfermait. Donc c'est une photo des objets et les dessins de Bourgon. Et cela nous amène à parler rapidement des échanges, des acquisitions et de la sociabilité savante. Donc ces échanges qui se font entre voyageurs. Donc Bourgon, il dit, aujourd'hui, j'ai envoyé mon vase à Fauvel pour être copié. Et Haller, quelques jours plus tard, a aussi dessiné le vase. Alors nous avons ici les dessins de Haller, le dessin de Bourgon, le dessin de Fauvel et la photo du vase. Vous pouvez juger vous-même celui qui vous plaît le plus. Mais Haller von Hallerstein, là où Fauvel se limite à saisir l'iconographie, Haller von Hallerstein étudie en détail toutes les images et même la forme du vase et les circonstances de sa découverte avec un croquis. Donc nous avons vu qu'elle était sous une pierre plate. Et voilà, il nous donne une image de comment l'amphore avait été découverte. Donc il y a une série, pardon, je suis allée trop vite, il y a une série d'informations. Alors ce qui est curieux, c'est que cette description du vase et de sa découverte, là où Haller von Hallerstein écrit en allemand, c'est en français. Et il reprend le toponyme Portipaton. Donc, à mon avis, je soupçonne qu'il a recopié des notes de Fauvel, puisqu'il reprend tout ça dans une feuille à part. Ce n'est pas dans ses journaux, ce n'est pas dans ses carnets, alors que ses autres descriptions sont plutôt, en général, en allemand. Donc, à propos de cette sociabilité, ces échanges entre voyageurs, je vous disais que les vases de Fauvel sont connus essentiellement à partir donc, des dessins des autres. Et j'avais déjà une image de von Stackelberg, de ce petit vase, où von Stackelberg dit qu'il appartient à Fauvel, mais il ne dit pas où il a été trouvé. C'est dans les manuscrits de von Hallerstein que j'ai pu trouver, là, il dit, provenant de la porte d'Acarne. Donc, désormais, on peut l'attribuer à cette fouille. Et le vase est aujourd'hui arrivé jusqu'en Australie. Encore d'autres vases qui sont passés par d'autres collections. Donc, le petit Pinat qui en est entré par la collection du colonel Rottier, l'autre appartenant à John Foster déjà lors de la publication de von Stackelberg est aujourd'hui perdu, et le troisième est directement publié par von Stackelberg comme fouillé par Lord Graham. En réalité, dans le catalogue de Graham, qui se vante d'avoir fouillé et découvert ces objets dans la Grèce propre et pas en Italie, et que tous les objets publiés dans le catalogue proviennent de ces fouilles, en réalité, là où Fauvel réclame la paternité de ce vase, au final, dans le catalogue, il est quand même dit qu'il a acheté à M. Fauvel. Donc, cela m'amène pour conclure à l'image initiale, qui est celle des fouilles du début du XXe siècle. Ce sont des fouilles qui ont permis de révéler la maison de Fauvel, qui était sur l'Agora d'Athènes, qui a été détruite pendant la guerre d'indépendance et située à cet endroit, et donc redécouverte par les Américains à partir des années 1930, où ils ont redécouvert aussi une bonne partie des antiquités qui avaient été ensevelies dans cette maison-musée, et donc certains fragments de cette fouille. Vous avez là les stèles qui ont été entièrement ou un fragment redécouvertes. Il y avait aussi une longue inscription dont il ne reste plus qu'un petit fragment, une tuile qui s'est miraculeusement conservée, une tuile inscrite. Donc une série d'objets provenant de cette fouille qui ont été redécouverts. Et puis pour conclure, je vais reprendre le travail d'une archéologue italienne, Daniela Marchiandi, qui s'est intéressée à ces inscriptions qui sont des bornes funéraires. Et elle a remarqué que dans les fouilles menées par Fauvel, par Haller von Hallerstein et par d'autres, il y avait des inscriptions qui étaient contemporaines, appartenant à un même monument. Ce sont des inscriptions portant tout le nom d'Onésimos, et cet individu, en fait, avait sans doute sa tombe dans cette nécropole d'Acarnai. Et vous voyez l'inscription identique sur les différentes bornes, et y compris sur le lécite en marbre. Ce vase en marbre porte aussi la même inscription. Donc, ils sont sans doute contextuels d'un même monument qu'on peut essayer de reconstituer de la sorte, donc un aménagement architectural avec des bornes de limite de ce tombeau qui peuvent être désormais reconstituées.
Je vous remercie.